Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Tous nos vœux 2022. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Tom Benoît. Bonjour Tom. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci Anne-Charlotte. Merci de venir jusqu'à nous lors de votre escapade parisienne. Merci à vous, merci de m'inviter surtout. Je suis très heureuse de commencer l'année avec vous. C'est également le cas, je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes philosophe, écrivain et essayiste. On dit de vous que vous êtes le premier philosophe à classer le mimétisme comportemental parmi les instincts. Oui, par rapport à une théorie que j'ai élaborée qui s'appelle donc la théorie de l'instinct mimétique. On peut peut-être en parler, ça... En 2 secondes dans l'introduction, Voilà, mais pourquoi il n'y a rien de propice avec l'architecture, mais la théorie de l'instinct mimétique, c'est une théorie qui me semblait essentielle justement à démontrer, parce qu'il y a un aspect omniprésent du mimétisme, de la copie, de l'imitation dans la société, dans la construction des sociologies, des civilisations, des cultures. Et je me suis aperçu justement que le mimétisme ne dépend pas de la volonté consciente de l'individu, c'est-à-dire ne dépend pas de la volonté psychologique, psychique, mais est ancré dans le corps, dans l'empreinte corporelle. Et pour vous prendre l'exemple le plus factuel, vous démontrez ça avec un exemple assez précis, la traduction la plus universelle du mimétisme, c'est la reproduction. On se reproduit non pas parce qu'on le veut, et si une femme brune est enceinte d'un homme aux cheveux noirs, l'enfant sera probablement brun, non pas parce que les 2 parents l'ont voulu, mais parce que c'est l'expression de leur instinct mimétique. Donc... Ouais. Moi, je dis que l'homme est grégaire. Vous avez une terminologie plus factuelle. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai l'habitude d'exprimer très fréquemment les semblables que l'on peut retrouver dans le choix des mots. Parce que l'on emploie mimétisme, la grégarité, faire pareil, copier, imiter, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, l'architecture vous a interpellé à un moment donné. Ouais. Vous allez nous raconter pourquoi. Et citons de vous Instinct mimétique et solitude asservie, paru chez Plume Édition, ou encore votre entretien avec Rudy Ricciotti. Ouais. Vous êtes proche de cet architecte d'ailleurs. C'est un ami. Je pense que c'est la grande gueule de l'architecture d'aujourd'hui. Oh, je crois. Et je pense qu'il est plus à classer, même à l'heure actuelle, parmi les intellectuels de cette période, de ce siècle, que seulement comme architecte. Évidemment, ce qui nous a liés, c'est le point commun de la passion pour l'architecture, pour la philosophie également, parce que c'est quelqu'un qui est un passionné de philosophie, de littérature philosophique, comme moi. Il aime beaucoup des auteurs comme Léon Bloy, Barbey d'Aurevilly, Nietzsche également comme philosophe. Il peut lire un petit peu de Schopenhauer, donc c'est vraiment un intellectuel, Rudy, quelqu'un de très brillant. Enfin, vous publiez en ce début 2022 Aphorisme sur l'architecture. Oui. On a hâte de le découvrir, mais vous allez nous en parler dans la 2e partie de l'émission. Alors, qui êtes-vous, Tom ? Quel est votre parcours, votre jeunesse ? Quelles ont été vos études ? Pourquoi la philosophie ? Pourquoi l'architecture ? Comment les 2 disciplines se croisent dans votre trajectoire ? Eh bien, écoutez, c'est assez intéressant, qui plus est parce que peu de philosophes, peu de sociologues, de psychologues se sont intéressés à l'architecture. Et donc, d'un certain sens, ça me laisse une voie assez neutre, royale, en quelque sorte. Et de notre côté, il y a très peu de références. Il y a très peu de références disponibles, donc il y a beaucoup de travail, justement, dans l'analyse, et c'est ce que je fais, on en reparlera tout à l'heure dans Aphorisme sur l'architecture, quant à l'expérience de la matérialité, de la matière, analyser également la sociologie sous-jacente qui plane au-dessus de toutes les formes de création architecturale. Et par rapport à mon parcours, pour être très factuel et très clair, lorsque j'étais enfant, quand j'avais 5 ou 6 ans, je pensais que je deviendrais architecte.
Ah oui. J'étais très intéressé, vous avez choisi le bon mot d'ailleurs, interpellé par l'architecture, par la dimension omniprésente, je crois, de l'architecture. Et l'omniprésence également de l'architecture dans la construction des sociétés, des civilisations, des sociologies, et l'impact que peut avoir l'architecture sur la construction même des rapports humains, des rapports intimes, des rapports de couple, des rapports familiaux. Parallèlement, apparemment plus, par la philosophie. Je lisais beaucoup de philosophie. Avant même de suivre des cours de philosophie, j'ai suivi quelques cours à distance de philosophie entre 18 et la vingtaine, et j'avais lu tous les grands auteurs allemands qui m'ont particulièrement interpellé, Schopenhauer en particulier, et j'ai souhaité me laisser guider, pour ainsi dire, par le hasard des événements, des rencontres et des événements, également avec Rudy, qui m'a beaucoup appris, là aussi par rapport à l'architecture. J'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai appris le droit immobilier, j'ai ouvert une agence immobilière lorsque j'avais 20 ans, donc j'étais dans un rapport de proximité, pour ainsi dire, avec une certaine dimension de l'architecture et de l'urbanisme. Et ensuite, j'ai eu envie d'analyser en profondeur, d'un point de vue philosophique, toutes les arcanes de l'architecture. Mais vous êtes passé par l'université ? En cours à distance. Et j'ai fait un BTS d'immobilier, ce qui m'a conduit à ouvrir une agence assez tôt, immobilière assez tôt. Et je ne souhaitais pas devenir... Attention, j'ai aucun dédain, vraiment loin de là par rapport au cursus universitaire, mais je n'avais pas envie de devenir professeur de philosophie. Je sais que ça va un peu à contre-courant, parce qu'à l'heure actuelle, même dans l'architecture, beaucoup de personnes souhaitent enseigner l'architecture plus qu'exercer l'architecture, et plus enseigner la philosophie que l'exercer, et notamment par rapport à une certaine méfiance que je peux avoir à l'endroit de la standardisation, à l'endroit de tous ces casiers identitaires qui forgent une personnalité presque par mégarde, presque par hasard, au fil des années et des décennies. Je n'avais pas envie d'appartenir à des institutions peut-être un petit peu trop publiques, et je préférais être entrepreneur plutôt que professeur de philosophie. Mmh. À mon époque, il fallait passer, c'était très mandarinal. Les places étaient très chères et j'avais pas le souvenir d'impartialité. Enfin, j'étais gênée par ce système. Peut-être que ça rejoint un peu ce que je dis. Oui, absolument. Et moi qui suis assez, disons pas pessimiste, mais qui a un point de vue assez tragique par rapport à l'évolution de la société actuelle qui me plaît guère, qui me plaît peu, je reconnais certains aspects positifs par rapport au cursus universitaire contemporain. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, ça a démarré il y a une vingtaine d'années. Je pense que quiconque peut, à force d'efforts, exercer dans le cursus universitaire, démarrer de très brillantes carrières et peut-être devenir des électrons libres également par la suite. Ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. C'était plus difficile. Plus difficile. Et moi, j'ai suivi le cursus un petit peu inverse, finalement, parce que j'ai 26 ans, donc je suis encore relativement jeune, comme vous le disiez précédemment, et je crois que j'ai peut-être, par rapport à un aspect relativement passéiste de ma personnalité, préféré me construire avec une dimension passéiste et avec des codes qui correspondent peut-être plus aux époques passées. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait rentrer dans l'univers architectural ? C'est votre agence immobilière qui vous fait rencontrer Rudy Ricciotti et Non, c'est pas ça. On s'est rencontrés par rapport à l'apparition de cet ouvrage. J'avais écrit, je lui avais envoyé un écrit. On a échangé, il m'avait reçu dans son agence à Bandol. Et la rencontre avec Rudy Ricciotti ne concerne pas du tout l'architecture. C'est une rencontre qui est induite par la passion commune pour la philosophie et parce qu'il a été interpellé par un écrit que je lui avais fait parvenir. Et c'est ensuite qu'on a entamé des discussions plus architecturales, pour ainsi dire. Mais en ayant mon agence immobilière donc c'était en 2015, j'avais 20 ans, j'ai été amené à travailler avec beaucoup de promoteurs, de marchands de biens, et à côtoyer déjà à l'époque le milieu de l'architecture. Mais avec un point de vue beaucoup plus froid, si je puis dire, beaucoup plus spéculatif, on peut dire, entre guillemets, et moins passionnel. Maintenant, j'ai une approche beaucoup plus passionnelle, je crois que c'est le cas de le dire, avec l'architecture.
Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de vos études supérieures ? Alors, je vais vous répondre d'une façon un petit peu détournée. J'ai l'impression, et peut-être un petit peu bateau, mais tant pis, je vais me permettre la ringardise, à mon âge, j'ai le droit encore. J'ai l'impression d'accomplir ce que je pressentais comme ce qui devait être ma vie lorsque j'étais jeune, adolescent ou à la sortie de l'enfance. Le cursus scolaire m'a peu intéressé par rapport justement à la dictature normative de la création de la personnalité, de l'intellect, du tempérament, de ce qui doit être un champ culturel. Le cursus scolaire m'a pas réellement épanoui. Donc je suis sorti d'une période de scolarité plus égarée, pour ainsi dire, que Vous n'êtes pas tombé sur ce professeur qui... Pas du tout, pas du tout. Alors j'ai de bons rapports par contre avec certains professeurs que j'ai eus, mais j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Bon. Alors, je vous propose maintenant de partager votre point de vue à partir de quelques mots. Bien sûr. Tout d'abord, réinventer. Vous connaissez mon positionnement là-dessus. Oui, voilà. Je crois que le mien est pas très éloigné du vôtre. Alors déjà, il y a une chose que je regrette amèrement, là aussi dans le tempérament global, pour ainsi dire, de la société moderne, c'est tout un panel de mots préconçus, préfabriqués, prédisposés, qui ont vocation à exprimer des sentiments qui devraient être précis, mais qui deviennent totalement imprécis. Vous savez, on parle très fréquemment à l'heure actuelle dans les radios, dans les télévisions, en employant des mots comme structurel, minimaliste, conceptuel. C'est dramatique. Parce que moi, je suis un auditeur récurrent de France Culture. Si vous écoutez France Culture un matin, amusez-vous à compter le nombre de fois où vous entendrez conceptuel. On entend ça à longueur d'émission. Moi, c'est réinventer qui me fait sursauter. Et par rapport à réinventer, ce que je vois dans réinventer, surtout, c'est une grande paresse. C'est la traduction d'une fainéantise, comme on dit en Provence et en province, mais une grande paresse, parce que réinventer, que ce soit dans l'architecture ou en général dans l'entrepreneuriat, dans le dessin perpétuel du schéma d'une société, c'est ce que nous faisons en permanence. On est sans cesse en train de réinventer une société. La société n'est jamais arrêtée, et l'architecture également n'est jamais arrêtée. Vous vous en rendez compte, vous aussi, puisque vous analysez dans votre exercice, dans la communication, l'architecture. Il n'y a jamais eu de temps d'arrêt dans l'architecture, donc on ne peut pas dire à un instant ou à un autre, on va réinventer à partir de là. Ça, je trouve ça dramatique. Réinventer, c'est la signification, la traduction, justement, comme je le disais, d'une grande paresse, et ça veut dire d'une façon prosaïque, bon, on ne fait pas grand-chose pour le moment, on est un peu à l'arrêt, mais ne vous en faites pas, on va s'y mettre, on va réinventer par la suite. Et là, c'est un petit peu chaotique pour le moment, mais attendez un peu, on va réinventer. Ouais. Pour ma part, je trouve ça très prétentieux aussi. Oui. Ouais. Bon, enfin. Époque. Alors, déjà une grande mélancolie, ça évoque une grande mélancolie, et peut-être la plus passionnelle qui puisse être, puisque je suis un nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, mais que j'ai connue à travers la représentation des médias qui existaient déjà, et ça c'est un peu une première par rapport à ma génération, puisque j'ai 26 ans, je suis né en 1995, donc je suis un passionné des années 60 à fin 70. Également par rapport au cinéma de l'époque, le cinéma de Sauté que je trouve magistral, la littérature de l'époque, bien que je sois réellement plus lecteur d'une littérature du 19e, mais la singularité justement par rapport à ma génération, c'est qu'il me semble avoir un aperçu relativement cohérent, relativement factuel d'une époque que je n'ai pas connue. Ce qui aurait été beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui serait né par exemple en 1940 et qui serait passionné par les années folles qui s'est roulé seulement 20 ans auparavant, mais desquels on avait beaucoup moins d'échantillons de vidéos ou d'audio. C'est vrai. Et alors, dans cette époque, une référence architecturale ou...
Alors, plusieurs, et j'ai donné une interview assez récemment d'ailleurs pour les Cahiers du bâtiment, dans laquelle on me pose un petit peu la même question à la fin de l'entretien, ça portait sur l'identité à Marseille, et je réponds que je suis très admiratif du talent de l'exercice des petites agences d'architecture. Et parmi le travail de grands architectes, j'apprécie beaucoup le travail de Rudy, mais également d'architectes que je connais pas ou très peu, comme Christian de Porzampar, qui a fait en termes d'identité, en termes d'intégration, qui a fait de très très belles créations architecturales. Et même très récemment, je pense à son projet à Séoul, c'était pour la maison Dior, je crois, il y a moins de 10 ans. C'est magnifique. En termes d'identité, on est au paroxysme de la traduction identitaire de l'architecture. Projet, justement, on enchaîne en dehors des années 60. À part Porzampar à Séoul. Des projets récents. Peu importe. Ouais. Pour prendre un exemple assez récent, j'ai été interpellé donc, par le dernier prix de l'Équerre d'Argent, qui a été décerné il y a quelques semaines. Ah oui, le projet à Neuvecelle, je crois que c'est Atelier PNG Architecture, Julien Boideau et Emilien Robin qui sont architectes Absolument. associés. Et pour une raison assez précise, c'est que j'ai vu ce qu'on perçoit assez rarement, que ce soit dans la remise de prix en architecture, en littérature ou en cinéma, la récompense d'un projet, d'un travail, et pas la récompense d'un budget, d'une carrière, d'une image, d'une représentation globale. Parce que dans les prix, ce qui est dramatique, même dans les prix littéraires, c'est que on peut le dire entre nous, et si quelques auditeurs nous entendent, il y a beaucoup de sympathie qui conduit à la remise de prix. D'une façon détournée, je ne dis pas que les prix sont truqués, pas du tout. Mais... Oui, il y a un entre-soi. Il y a un entre-soi. Et dans cet Équerre d'Argent, j'ai perçu réellement la récompense d'un projet, parce qu'il y a un très petit budget. Je ne me rappelle pas exactement de la somme qui a été mise à disposition pour ce budget, mais c'est assez limité. Ça se fait en ruralité, c'est une petite agence d'architecture qui a étudié le projet, et on se rend compte justement que même dans une époque durant laquelle on retrouve beaucoup d'intelligence artificielle, une mondialisation qui me dégoûte, je peux le dire d'une façon assez on va y venir. Précise, malgré tout, des institutions comme l'Équerre d'Argent se résigne, si je puis dire, mais dans le sens vertueux du terme, à féliciter, à récompenser une petite agence d'architecture. Donc de petits entrepreneurs, de petits artisans, de petits artistes. Oui, alors que moi j'ai entendu que l'avenir était aux grosses agences, donc vous donnez de l'espoir à beaucoup de petites agences. Absolument, que je soutiens avec ferveur, parce que vous savez ce qui m'intéresse le plus, ce en quoi je crois, pour dessiner l'avenir de l'architecture, pour dessiner l'avenir du panorama culturel de la France, c'est l'identité. On aime dans cette époque gommer les identités, gommer les caractères identitaires, et je trouve ça regrettable. Et je pense que les petites agences d'architecture, par rapport à une proximité, par rapport à une territorialité, plus développée que dans de très très grosses agences, qui par ailleurs font de très belles prestations parfois, sont les plus à même de créer de l'identité. Oui. Alors, Marseille, votre terre natale. Oui, depuis plusieurs générations. Et Marseille, c'est une histoire d'amour pour moi en tout cas, qui nous fatigue et qu'on ne veut pas voir s'arrêter, en quelque sorte. J'ai un rapport presque intime avec Marseille, et je pense que tous les Marseillais qui avons des activités dans l'entrepreneuriat, dans des milieux intellectuels, mais à tous les niveaux, même à de très petits niveaux, même les commerçants, quand je parle d'entrepreneuriat, je parle également de commerçants, avons une responsabilité quant à l'avenir de Marseille, qui est une ville qui, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, qui est marquée par un aspect très chaotique. Il y a une dimension très chaotique dans la construction, la rénovation. Oui, vous disiez justement dans cet article des cahiers techniques que le centre est délaissé. Oui, absolument. Ce qui est dramatique, parce que le centre d'une ville, même dans une époque justement où on s'attarde beaucoup plus sur les périphéries, sur des secteurs qui vont être propices à accueillir les résultats de la révolution numérique, le centre d'une ville reste, surtout dans une ville qui a un attrait touristique très développé comme Marseille, le centre névralgique de l'identité, du caractère identitaire de la cité.
Et à Marseille, c'est un petit peu particulier parce que déjà par rapport à la configuration de Marseille, l'attrait de Marseille, c'est le pourtour côtier, ce sont les parties côtières. Oui, vous parlez d'horizontalité. Voilà, il y a une primauté de l'horizontalité à Marseille. Alors justement, comment concilier cette horizontalité avec l'absorption de populations de plus en plus croissantes, je crois. Oui, je pense que c'est... Pour éviter l'étalement urbain. Ouais. Vous avez des réponses? Oui, des réponses qui sont peut-être pas très en vogue et pas très appréciées par les politiques actuelles, mais je pense tout simplement qu'il faut contrôler avec des mesures qui sont à étudier et qui doivent être très précises, l'accueil de nouveaux habitants qui conduiront à entreprendre de nouvelles constructions sur le territoire. Et on ne peut pas mener la même politique d'urbanisation à Marseille qu'en Champagne. Il y a une désertification de la Champagne, il y a un apport croissant et régulier, comme vous le disiez précédemment, de population, de citoyens à Marseille. Et il faut réellement adapter l'urbanisation à Marseille à l'intérêt porté pour ainsi dire, pour une surface géographique. Quand je dis Marseille, je parle du bassin marseillais, de la région PACA, enfin de 2 ou 3 départements de la région PACA, et il faut adapter une urbanisation pour une région qui, en géographie, représente peut-être 10% de la surface de la France, mais qui pourtant représente 90% de l'attrait. Et du coup, travailler en vase communicant, c'est un peu ça? Absolument. En résonance? En résonance, et puis surtout, réussir à développer le pourtour de la région marseillaise et accepter les échanges qui peuvent être faits avec les communes environnantes. Marseille doit être représentée également par Aix-en-Provence. La dimension culturelle du bassin marseillais est représentée par la commune d'Aix-en-Provence. Et on doit travailler justement aux alentours de Marseille par rapport à l'urbanisation pour essayer de ne pas surconstruire dans Marseille intramuros et malgré tout garder cette horizontalité et ne pas forcément mimer le modèle anglo-saxon avec des tours qui peuvent être réussies parfois. Mais je veux dire, Marseille n'a pas une configuration propice à accueillir des dizaines de tours. Oui, les tours et les calanques. Ça va pas de pair. Oui, ça va pas de pair. Les quartiers nord, on peut en parler ou pas? Oui, on doit en parler d'ailleurs. On doit en parler parce que c'est là aussi le symbole de l'identité chaotique de Marseille. Je suis frappé par un certain attachement dans lequel je trouve une dimension presque romantique, presque poétique de beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé, qui habitent dans les quartiers nord, qui y ont grandi, et qui parfois disent ressentir justement un lien, là aussi presque sentimental, avec leur cité, avec leur quartier, qui pourtant, il faut l'admettre, sont des quartiers dans lesquels on voit beaucoup de souffrance, on ressent beaucoup de souffrance. Et naturellement, lorsqu'on est enfant et que l'on grandit dans des quartiers relativement confortables de Marseille et qu'on fait un petit tour dans les quartiers nord, on est atteint, on est effrayé par la souffrance qui y règne, la saleté, pour le dire très clairement, la saleté dans laquelle les populations sont forcées de vivre, d'évoluer, les enfants, les adolescents, donc ceux qui se construisent, qui grandissent dans ces quartiers. Et par rapport à Marseille, on retrouve dans les quartiers nord, donc du point de vue des politiques locaux, des hommes politiques, des femmes politiques locaux, une hypocrisie qui est aussi notable que dans les autres villes par rapport à l'investissement qui va être fait dans les quartiers nord. Seulement, les quartiers populaires de la région marseillaise, donc les quartiers nord, sont beaucoup plus grands que dans les autres villes. Donc c'est là où le bât blesse et que cette hypocrisie est encore plus dramatique. C'est peut-être un peu pessimiste, mais c'est pas pessimiste, c'est tragique. C'est un constat. Oui, c'est ça, c'est tragique. Mais par la force des choses, on n'imagine pas un avenir... reluisant, non, je crois pas. Ouais. Donc, territoire. Alors, ce qu'évoque le territoire, pour moi, c'est un petit peu dans la même trame. L'essentiel pour vivre sain, le territoire, la territorialité, est une dimension essentielle pour vivre sain, pour vivre beau, pour vivre comme il faut vivre, justement pour aller dans la direction vers laquelle il convient de se diriger. Je ne suis pas un passionné de l'Europe, j'apprécie peu l'engouement induit quasiment par le réflexe, il me semble, d'un petit peu tout le monde pour l'Europe. C'est peut-être une idéologie.
C'est une idéologie, mais qui est très, très mimétique, là aussi. Hein. Vous savez, ça fait partie, justement, l'Europe, à l'heure actuelle, de ces mots, ces termes, qui permettent de tout justifier. Si vous faites un passage radio, une interview, un passage télé pour les politiques majeurs, vous déclarez « J'aime l'Europe ». Je veux développer la cohésion européenne. Bon, c'est bon, vous êtes tranquille, hein, vous avez tout dit. On ne va pas plus loin. Par contre, on ne dit pas que l'Europe, ça représente également l'appauvrissement des territoires, ça représente la perte d'identité dans les territoires, ça représente un non-sens écologique d'un certain point, parce que même s'il y a, et heureusement que ça commence un petit peu à s'arranger, des accords par rapport à l'écologie qui sont un petit peu plus concrets que ceux que nous connaissions sur les dernières années et induits par l'Europe, les échanges permanents entre les pays d'Europe et la mondialisation qu'induit l'Europe sont totalement anti-écologiques, à l'opposé de l'écologie. Vous parlez des circuits courts. Et je parle des circuits courts dans l'architecture, dans l'alimentation. Vous savez, j'aime faire des parallèles justement entre l'architecture, la façon qu'une société, une civilisation a d'appréhender son architecture et la façon qu'elle a d'appréhender sa médecine. Au-delà de sa médecine, la santé publique, la gestion de la santé publique, donc à l'intérieur de la santé publique, il y a l'alimentation, la façon de s'alimenter, les modes alimentaires. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on se rend compte que dans des sociétés dans lesquelles l'architecture est hors site, est construite avec beaucoup de détours, des chaînes de production très longues, on a dans ces mêmes sociétés des chaînes alimentaires qui deviennent impersonnelles, transformées, très précaire. Et vous savez, dans la diététique, il existe ce qu'on appelle les calories vides, des calories qui vous apportent, des aliments qui vous apportent une charge calorique, mais peu ou pas de nutriments intéressants, peu de vitamines, de minéraux. Et dans l'architecture, il faut se méfier de ne pas sombrer dans les mêmes déviances, de ne pas avoir une architecture vide qui se satisfasse de nous loger, de créer des espaces creux. Il faut éviter tout ça. Et je pense que c'est également par rapport aux territorialités, par rapport à l'identité et par rapport à la cohérence territoriale qu'on parvient à créer la sédimentation dans un même état d'une noblesse propre à chaque territoire, propre à chaque région, chaque commune, sur le plan alimentaire, sur le plan de la santé publique et sur le plan de l'architecture. Alors, à une échelle plus large, France ? Là aussi, je vais peut-être sembler quelque peu ringard, mais je vais vous dire quelque chose de très simple. J'aime la France. Ça a été dit et redit. J'aime la France, mais dans le sens de Léon Bloy, dans le sens de la littérature française, dans le sens de toutes les innovations qui ont été de réelles innovations. J'aime la France parce qu'il y a eu un cinéma français majeur. Je parlais du cinéma de Sauté, qui est pour moi le plus grand cinéma du monde, qui est réellement le cinéma le plus marquant parce qu'il se nourrissait de vraisemblables. Et en 1h30, 1h40, 1h50 de film, si vous regardez César et Rosalie, vous avez un ouvrage de sociologie. Oui. Un ouvrage cinématographique de sociologie. Ça scrute. Exactement. Et si je fais une digression sur ce film, ce qui est troublant, c'est que c'est un film qui a été réalisé en 72, je crois, donc écrit une année auparavant par Jean-Loup Dabadi et Sauté. Une histoire homme-femme qui pourrait être représentée encore à l'heure actuelle. C'est magnifique tout de même d'arriver à un degré de création cinématographique si pertinent qui parvient à traverser les décennies et même les générations et les époques. Alors, technique ? Alors là, redescends là. Là aussi, c'est intéressant parce que je suis un passionné de la technique. Lorsque j'étais enfant, j'adorais les voitures. Et j'adorais les voitures, l'automobile, notamment par rapport à la dimension mécanique. Et vous savez, la vie d'enfant est assez importante pour percevoir celui que l'on est devenu. Parce qu'après, il y a beaucoup de sentiments inhibiteurs qui entrent en compte. Inhibiteurs qui peuvent être vertueux, mais qui sont inhibiteurs comme l'ambition, de notre côté la culpabilité, la honte, le sens du devoir, qui est plus développé également dans la vie d'adulte. Et tous ces sentiments deviennent inhibiteurs parce qu'ils nous égarent un petit peu. Mais lorsqu'on fait le petit exercice relativement amusant de se rappeler de ses passions d'enfant, on parvient à comprendre réellement quel était notre tempérament. Et j'aimais la technique. C'est notamment pour ça que j'aimais l'architecture. Je
j'ai été séduit par la dimension concrète de certains segments scientifiques, artistiques et humains comme l'architecture, la médecine, la mécanique, l'automobile, une certaine idée de l'industrie. Et d'ailleurs, par rapport à l'architecture, c'est ce qui est assez singulier et ce qui constitue l'une des noblesses de l'architecture, c'est qu'un architecte aurait pu être un sculpteur, un peintre, un concertiste, devenir peut-être un médecin. Je connais beaucoup d'architectes qui m'ont confié avoir hésité entre la médecine et l'architecture. Mais, alors moins pour la médecine, ce sont des gens qui avaient besoin d'un exercice concret et qui n'auraient pas trouvé dans la sculpture, dans la peinture, dans l'exercice de soliste, la dimension scientifique, technique qu'ils trouvent dans l'architecture. Une technique constructive vous interpelle ? Alors, je pense qu'à l'heure actuelle... Sans tomber justement dans le bois à tout prix. Oui. Enfin, voilà. Oui, mais justement, vous voyez, je suis... même s'il m'est arrivé fréquemment, et je réitère pour des raisons fondées, de critiquer quelque peu la filière bois qui évolue mal, je pense, parce qu'elle est justement très conceptuelle, elle ressemble beaucoup à l'époque actuelle, avec beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de précarité, beaucoup de fragilité. Dans quel sens, la précarité et la fragilité ? Parce que faire du bois, c'est intéressant si on le fait comme nous le faisions à l'époque revivaliste, ou même en faisant des charpents de bois comme on fait depuis un siècle, mais qui sont prévus pour traverser les décennies, pour traverser, sur ce même modèle, pour traverser les siècles. Mais créer une filière bois sans respecter les temps de sèche, en faisant du hors-site à tout prix, avec une déterritorialisation sous-jacente quasi permanente, ça c'est ce que je regrette. Par contre, évidemment qu'on va aller vers une modification du schéma architectural et qu'il va falloir penser à de nouveaux matériaux et de nouvelles façons de construire. Mais pour répondre à votre question, je suis profondément écologiste, mais totalement opposé, là aussi, à l'écologisme de façade qui plane à l'heure actuelle et qui repose sur des concepts très préfabriqués, justement. On dirait presque du hors-site, l'écologie à l'heure actuelle. On aime les labels, on aime les assemblées, les grenelles, les labels, la remise de labels. Mais c'est beaucoup de communication. C'est beaucoup de com, mais c'est pas ce qui constitue l'écologie. Et l'écologie, elle provient justement de la territorialité, de la mise en avant de la territorialité. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle. J'ai eu l'occasion, il y a plus d'1 an, d'écrire, dans le cadre d'une commande pour une chaire Smart City, un rapport sur l'intelligence artificielle et dans l'architecture. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, vous savez, lorsque vous allez vers un secteur dans l'analyse qui est pas réellement le vôtre, parce que moi j'avais justement beaucoup étudié le mimétisme comportemental, l'architecture de notre point de vue, d'un aspect plus sociologique et plus philosophique, mais pas du tout l'intelligence artificielle. En premier lieu, un grand travail de documentation. Et je me suis aperçu, au fil de l'écriture de ce rapport, que l'intelligence artificielle posait de grosses problématiques à l'heure actuelle en termes de création dans l'architecture. Notamment par rapport à le phénomène quasi éblouissant qui peut être induit par l'architecture paramétrique et ses prouesses. On arrive à une architecture paramétrique à en prendre plein les yeux très rapidement, même pour des architectes qui ont des années. J'ai échangé avec beaucoup d'architectes à ce sujet, notamment Olivier Leclerc, qui m'avait d'ailleurs interviewé pour la Maison de l'Architecture en parlant d'intelligence artificielle. Et lui s'intéresse beaucoup à l'architecture paramétrique. Et ça fait partie justement des points positifs, pour ainsi dire, de l'intelligence artificielle dans l'architecture. Derrière tout ceci, les points négatifs, c'est par rapport à la gestion qu'on les retrouve, la gestion des immeubles, la gestion de l'architecture. On peut être porter un intérêt par rapport à l'assistance de l'intelligence artificielle, mais un petit peu moins par rapport à la gestion. Et par rapport à l'intelligence artificielle dans l'architecture, ce qu'il faut remettre en considération, pour contextualiser, c'est qu'elle a fait son intégration avec la domotique dans les années 50. Les balbutiements de l'IA dans l'architecture, c'était avec la domotique. Donc on n'était pas sur de l'intelligence. Nous étions à l'époque sur de l'assistance à l'intelligence. Et c'est surtout ça qu'il faut souligner, c'est réussir à cerner l'instant durant lequel on quitte l'assistance pour
faire appel à de l'intelligence. Et très fréquemment, c'est à l'instant durant lequel on fait appel à de l'intelligence artificielle qu'on en paye le prix dans la construction du schéma architectural. Je serais, mais pas seulement dans l'architecture, dans le reste de la société, plus fervent pour continuer dans de l'assistance à l'intelligence, mais pas réellement céder à l'intelligence artificielle. Parce que ça veut dire déshumaniser. Ce qu'il faut éviter, justement, et on revient un petit peu à l'écologie, c'est le coup de rein de trop. C'est le pas qui ne doit pas être franchi. L'intelligence artificielle, l'informatique, le numérique en général, doit représenter une assistance à l'entrepreneuriat, à la vie quotidienne, à la gestion de la santé publique également, mais ne doivent pas être si présentes qu'ils deviennent des déviances. Et on en vient aussi à la fragilité. Vous vous rendez compte de la précarité également de la gestion de l'architecture, des transports, de la santé publique dans laquelle nous avons sombré. On se rend compte à l'heure actuelle, en 2021-2022, que nous détenons des assistances à la réflexion, à l'intelligence très développées, et pour autant que l'on a perdu beaucoup de capacités. C'est quand même dramatique. J'ai une amie qui est médecin avec qui j'échange très fréquemment à ce sujet. Elle me disait très récemment que malgré tout dans son exercice, malgré toutes les assistances, ce en quoi elle croit le plus est l'intuition, la perception intuitive de l'appréhension des pathologies de ces patients. C'est beau quand même, c'est beau. Je trouve qu'il y ait des praticiens dans différents milieux qui parviennent à souligner que toutes ces avancées, qui peuvent être éblouissantes, ne parviendront pas à remplacer les capacités de l'humain. Bien sûr. Et en architecture, ça peut pas remplacer ? Ça peut pas remplacer, parce que déjà par rapport à l'architecture, qu'est-ce qui définit l'architecture ? C'est la question essentielle, je pense, à se poser lorsqu'on travaille de près ou de loin dans l'architecture et lorsqu'on analyse l'architecture. Qu'est-ce qui définit l'architecture ? Selon moi, c'est tout édifice qui aura par sa présence la faculté à créer un espace nouveau. Et c'est peut-être là que l'architecture se différencie réellement de la sculpture. Parce que dans la sculpture, vous avez une architecture creuse, en quelque sorte, et peut-être même dans la construction d'un pont, par exemple. On se rend compte que vous allez avec Foster, le viaduc de Millau, là, c'est très clair, justement, parce que c'est un édifice magistral. Vous vous rendez compte que cet édifice crée un espace nouveau. L'environnement qui existait auparavant est totalement bouleversé par la présence de cet édifice. Donc je pense avant toute chose que ce qu'il faut analyser, c'est la définition de l'architecture. Et je crois que c'est celle-ci. L'architecture a pour vocation de créer un espace. Alors, comment imaginez-vous l'avenir ? Je pense qu'il y a matière à évoluer convenablement. Je pense qu'on est dans une période de charnière et que l'on ne l'a jamais autant été. On a généralement l'impression d'être un petit peu à la fin d'une époque durant toutes les époques, mais mon intime conviction est que cette fois-ci, nous y sommes réellement. Parce qu'on se rend compte qu'on est forcé justement de mettre un accent sur une dimension écologique qui jusqu'à présent était un petit peu délaissée. On évolue dans une société qui est très mondialisée, avec beaucoup d'échanges, comme on disait, qui déterritorialise, mais pour autant, et l'exemple de l'écart d'argent est assez efficient, on va vers un regain de la territorialité, on va vers un regain également de la matérialité, peut-être là aussi influencé par les assistances comme le BIM avec l'architecture paramétrique, ça fait ressortir la magnificence de la matérialité. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas manquer le rendez-vous et qu'il y a un rendez-vous à saisir, un virage à prendre. Il faut construire une filière bois, élaborer, penser une filière bois qui ne soit pas précaire, qui soit française, qui soit travaillée par des acteurs locaux, par des entrepreneurs locaux, par de petites entreprises qui grossiront par la suite, mais qui démarreront en bas de l'échelle, si je puis dire. Il ne faut pas confier la filière bois à de très grosses sociétés. Il faut réellement revenir à cette territorialité et il faut profiter du tournant que l'on va prendre pour reterritorialiser. Ça fait partie des conseils que vous apporteriez aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Oui, aux étudiants et aux architectes avec qui je travaille. Je propose des services de
de conseils en architecture qui sont, c'est pas de la publicité, mais je vais vous dire avec beaucoup d'honnêteté, qui sont pas très chers pour une raison très simple, parce qu'ils sont assez concis, assez précis. Et dans le conseil en entreprise, alors moi dans l'architecture, mais dans la communication, dans d'autres registres, ce que je constate, c'est que il y a beaucoup d'enrobage généralement, et c'est dommage. Moi, ce que je préfère, c'est proposer un service préliminaire à l'étude d'un projet, porté sur la sociologie de l'environnement dans lequel va s'insérer un projet, va s'insérer un bâtiment, sur les éventuels constituants de l'intégration optimale de ce bâtiment, sur l'histoire de l'environnement dans lequel va être inséré le projet, la population, les enjeux commerciaux, les enjeux entrepreneuriaux, ce que peut amener le projet par rapport à l'entrepreneuriat local, ce que peut amener le projet par rapport à l'évolution psychologique, humaine de la population qui est autour également. Donc ce sont des rapports assez courts que je propose aux architectes, et je travaille beaucoup avec des petites agences d'architecture. Ouais. Donc ça aussi c'est un signe assez positif, parce qu'on constate qu'à l'heure actuelle, ce sont les petites agences qui sont très portées sur l'identité, sur la dimension sociologique de leur exercice, peut-être plus que de très grosses agences qui ont déjà beaucoup de masse salariale, qui font pas appel à des consultants et qui ont parfois l'impression de détenir un modèle bien huilé dans lequel on ne peut rien insérer de nouveau. En effet. Et à l'intérieur de ces grosses structures, la communication n'est pas toujours évidente. Absolument. Alors, un point positif par contre par rapport aux grosses agences que je constate, c'est pour éviter définitivement de me fâcher avec toutes les grosses agences de France. Et c'est la maîtrise plus développée, naturellement, que dans les petites agences qui se limitent à 7 ou 8 personnes en effectif, de certaines catégories de construction. J'ai un ami qui a repris très récemment Carta Associés à Marseille, qui a fusionné d'ailleurs avec Reichen et Robert très récemment là aussi, donc qui devient une grosse agence. Je crois qu'ils doivent être presque une centaine en tout et pour tout. Et eux font très fréquemment des hôpitaux. Vous avez d'autres agences qui font beaucoup d'écoles, beaucoup de centres sportifs. Il y a des agences qui font beaucoup, comme Bajol et Gianni à Marseille, beaucoup de centres de secours également. Eux travaillent, ils ont dû en faire 5 ou 6, et ils ont encore des projets en cours. Donc je pense que l'intérêt des grosses agences est principalement de se spécialiser dans une catégorie d'architecture technique. Parce que penser un hôpital, penser une gare, penser une école, c'est très technique. Et effectivement, il y a une dimension encore plus technique qu'artisanale et artistique. Et puis un dernier volet, c'est qu'on va être obligé aussi de composer avec ce qui existe de plus en plus. Et malheureusement, ça c'est peut-être pour ça que Lacaton et Vassal ont eu le prix de cœur d'ailleurs, puisque c'est... Alors ils font un très bon travail, je dirais pas de mal de Lacaton et Vassal, avec qui j'ai échangé, qui sont, qui plus est, humainement des personnes très, très sympathiques. Un mot de la fin ? Eh bien, tout d'abord, j'ai été ravi d'échanger avec vous à ce sujet. Partagé. Et ça a été très, très intéressant justement d'évoquer la dimension sociologique de l'architecture. Parce que ce qui m'intéresse le plus dans l'architecture, c'est cette faculté que l'architecture peut avoir pour dessiner le schéma social d'une civilisation. Et mon travail porte essentiellement là-dessus, sur la beauté de l'architecture, les constituants de la beauté de l'architecture et tout ce que l'on remarque qui ressemble justement à la beauté de l'humain dans l'architecture. C'est-à-dire l'utilité. Vous savez, dans le charme de l'humain, vous avez une dimension, un utilitarisme sous-jacent quasi permanent. Et dans l'architecture, c'est un petit peu pareil. On pourrait même dire que les fondements de la beauté de l'architecture reposent sur un certain devoir d'utilité, de protection. Donc dans la protection, il y a une dimension très utile également. Et voilà, j'aurai plaisir, je pense encore durant de longues années, je l'espère, à travailler autour de l'architecture et à analyser justement tout ce qui gravite autour du premier des arts. Bon, merci infiniment pour votre témoignage riche pour commencer cette année 2022. Merci de votre accueil. Qui ouvre plein de perspectives. À bientôt, j'espère. À bientôt, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, le numéro en anglais. Prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.